Bonjour et bienvenue à Montréal, Histoire de rock. Aujourd'hui, on est en compagnie de Sonny Duval, qui a une carrière impressionnante et qui est un des acteurs les plus importants dans le rock à Montréal. Bonjour Sonny, Ça comment va? vas-tu? Ça va bien Ça va toi? bien? Oui. Et vous? Ça va bien, merci. Oui, tu peux me tutoyer. OK. Sonny, il a passé par plusieurs artistes, plusieurs bandes. Il a commencé avec Feroz Feta à Trois-Rivières, sa ville natale. Après ça, il a joint les Breastfeeders, un groupe très connu ici à Montréal, puis dans la scène aussi en Europe. Euh, Sonny a joué aussi avec Steffi Shock, avec Lisa Leblanc, avec Steve Hill, avec Fred Fortin, Plastic Bertrand. Plastique Patrick. Ah, Plastic Patrick. Ah, ok. Un autre genre de plastique. Oui, ok. Les nombres, le cowboy fringant, bien sûr, et le cirque Alphonse. Il a aussi eu son projet Sonny the Loop, et il y a eu 6 albums à son nom, Sonny Duval. À part d'être chroniqueur pour la presse, Nightlife et le magazine Bang Bang, dernièrement avec Le Devoir. Bonne carrière quand même. Ouais, je suis pas une personne stable, fait que ça peut expliquer tout ça aussi. C'est peut-être pour ça. Mais j'aime toucher à tout. Ben, c'est important quand même aussi parce que ça diversifie aussi tes tâches et tout ce que tu as à faire. Ouais. Ouais. Sonny, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as commencé à jouer? Qu'est-ce qui t'a fait dire je veux faire la musique? Quand... Il n'y avait pas beaucoup de musique chez mes parents comme tel, mais j'avais deux oncles qui jouaient beaucoup de piano ou de guitare quand ils venaient à la maison. Puis aussi, quand j'allais chez ma grand-mère, ben, j'écoutais leurs albums à eux parce qu'il y avait des albums des Beatles, puis de Olivia Newton-John, puis plein d'albums. Puis je passais des heures à regarder les pochettes parce que c'était fascinant. Puis je pense que c'est ça qui a commencé à piquer vraiment ma curiosité jusqu'à temps qu'apparaissent MTV puis Much Music. Oui, Puis là, les vidéos commencent à jouer, puis là, je suis comme, hein? Puis moi, dans ce temps-là, je jouais avec des petits bonhommes Star Wars, ouais, des petites figurines. Puis là, il y avait les vidéos qui jouaient à la télé, puis là, je suis comme, huh. Il y avait une vidéo de Rat, ouais, ça s'appelait Round and Round, avec oui, une guitare un petit peu comme celle-là en arrière de toi. ouais. Fait que là, j'étais comme, huh. Fait que j'ai découpé des petites guitares pour mes figurines, puis là, j'ai faisais jouer, Ah, c'est génial, quoi. puis après ça, ben, je me suis dit, ben, je pense que je vais laisser faire Star Wars, puis je vais commencer à jouer de la guitare. Fait que j'ai commencé à jouer de la guitare en 86. J'avais 13 ans, je vous laisse faire les calculs pour mon âge, mais fait que c'est ça, autour de 86. Fait que mon premier solo de guitare, ça a été We're Not Gonna Take It des Twisted Sister. Wow. Puis que je jouais sur une guitare classique jaune-orange qu'il y avait chez ma mère. Mais Ok, après ça, j'ai eu une la guitare guitare était électrique. déjà chez tes parents. Ouais. Ok. Mais après ça, à Noël, j'ai eu une guitare électrique Yamaha que j'ai encore. Ah, ouais. Ah, wow, c'est génial. Alors, t'écoutais les Tout. vidéos de heavy metal des années 80, un peu. J'écoutais tous les vidéos. Je, Du new j'ai- wave, du pop. Ok. j'écoutais ce qui jouait, puis si j'aimais ça, ben j'aimais ça. J'écoutais vraiment comme autant la musique dance, la musique pop, la musique heavy metal, la musique glam rock, juste du rock, du blues. J'ai toujours considéré que la musique pour moi c'est comme. C'est ça, je fais un parallèle avec la photographie parce que je vois pas pourquoi j'aimerais juste une couleur alors que je peux aimer toutes les couleurs du monde. Puis la musique pour moi c'est la même chose. Ouais. Fait que j'aime tous les styles de musique. Puis c'est pour ça que mes albums aussi sont. C'est dur à suivre parce que des fois je suis comme ah je veux faire un album dance, des fois je veux faire un album new wave, là je veux faire un album en Louisiane. Ouais, là, c'est ça. Hein. Oui, on va parler de tes albums, mais effectivement, il y a quand même des variations dans tes derniers albums. Et la guitare, alors tu l'as pris autodidacte? J'ai appris beaucoup par oreille. J'écoutais des chansons à radio, puis là j'étais comme ah, puis là j'essayais de le jouer avec les connaissances que j'avais. Puis j'ai eu aussi des cours de guitare au secondaire. Hmm. Après ça, je suis allé j'ai fait 2 années en électrotechnique au cégep.
Ah ouais? pour me rendre compte que c'est parce qu'il y avait les tests d'orientation. Puis ça me disait que on pouvait faire, à l'époque, c'était 28 000, je pense, en sortant du cégep. Hmm. Si t'avais une job, tout de suite. Fait que j'étais comme, ah, je vais faire ça. Mais j'ai échoué 10 cours, je pense, en 2 ans. Quand même. Fait que j'ai fait, bon, ben, je vais suivre mon cœur, puis je vais aller en musique. Fait que j'ai fait 2 années en musique. C'était des cours de guitare. Ils appelaient ça guitare pop, jazz, mais. Parce que l'autre choix, c'était au bête d'aller en guitare, mais c'était guitare classique pour jouer de la musique classique, qui Hmm. m'intéresse. Que j'aime la musique classique, mais je veux pas. Je tiens pas à en jouer pour l'instant. Ouais, De toutes les couleurs que j'aime, mettons la musique classique, c'est peut-être une couleur que j'aime moins, mais c'est ça. Fait que j'ai appris comme un peu de jazz. d'accord. Et après ça, Puis je joue pas de jazz non plus. Ça, c'est l'autre paradoxe. Ouais, c'est drôle. Ben, t'as pris les bases. Ouais. Et t'as commencé à jouer avec Feroz Feta. Comment c'est arrivé, ça? C'était vraiment mon premier band, c'était mon premier groupe, c'était Feroz Feta. C'était des amis que je connaissais au secondaire, puis que j'ai retrouvé au cégep. Puis il y avait un concours qui s'appelait Cégep en spectacle. Oui. Le groupe a participé à ce concours-là, puis après ça, ils se sont dit, hey, y avait-tu gagné? Je pense qu'il avait gagné à Trois-Rivières. Ils sont allés à la finale comme régional, mais ils n'ont pas gagné. C'était Isabelle Boulay qui avait gagné cette Quand même. année-là, en 91, je pense. Puis, c'est ça. Fait qu'après, ben, ils voulaient continuer le groupe, puis ils m'ont demandé d'embarquer comme guitariste. Fait ça a été les premières compositions, les premiers démos aussi. On a enregistré des chansons dans ce temps-là. Puis c'était mon premier spectacle à Montréal, je pense que c'était en 91, à l'hémisphère gauche. Ça a changé de nom après, puis après c'est redevenu l'hémisphère gauche, mais on avait joué à l'hémisphère gauche avec un groupe qui s'appelait Les Michel. Ah, wow. 91, ça c'est le début des Feroz Feta. Oh, Ouais, tes débuts avec Feroz Feta. Et t'étais avec eux jusqu'à 2000, à peu près. 2000. Ouais, on a fait d'autres concours. On a fait Cégep Rock qu'on a gagné, mais on a été disqualifié parce qu'on n'était pas inscrit légalement. Il fallait que le chanteur soit au Cégep, puis ils nous ont pris quand même. Ah, d'accord. Puis la personne qui était en deuxième position, c'était Louise et les gentils monsieur. Ok. C'était le groupe de Daniel Boucher Ah, ouais? qui est venu à notre party après notre victoire. Puis je pense qu'il y a quelqu'un de nous autres qui a spill the beans, qui a dit qu'on n'était pas engagé légalement. Puis le lendemain, on était disqualifié. Puis c'est lui qui allait en Belgique avec son groupe, Ah, qui wow. était un des prix. En tout cas, j'en ai parlé une fois, puis il a nié. Ah, ben. Mais bon, ça n'a pas d'importance. C'est juste cocasse. Ouais. Ça aurait été le fun d'aller en Belgique. Vous avez fait quand même avec Feroz Feta les Francopholies. Ouais. Et en 96. Ok. Parfait. Je sais pas. Et comment c'est arrivé que vous savez jouer les Francopholies? On a remporté un autre concours qui s'appelait l'Empire des futures stars, qui avait lieu au Café Campus, je pense. Puis Mhm. la finale, c'était au Spectrum, qui n'existe plus. On avait gagné ce concours-là. Mais je pense qu'on avait déjà joué au Francophonie. Peut-être que ça nous a fait juste jouer une fois de plus au Francophonie par la suite. Là, mais D'accord. Et après, mais c'est ça, tu as joué avec Feroz Feta quelques années et tu as embarqué avec les Breastfeeders. Comment c'est arrivé que tu as joint les Breastfeeders? c'est une bonne question. Comment c'est arrivé? En fait, je pense que c'est par l'entremise de Simon, qui était le chanteur des Mauvais Quarts d'heure. Mhm. C'est un autre groupe qui avait joué à l'Empire des Futurs Stars, c'est vrai. Puis lui, il m'a demandé de joindre son groupe, probablement en 98-99. Puis j'ai embarqué dans son groupe. Puis le bassiste, c'était Joe des Breastfeeders, OK. qui est devenu automatiquement un ami. Puis à un moment donné, puis je sais pas, j'ai toujours été une personne de bar. Je veux dire, quand tu joues dans des petits groupes, tu joues dans les bars où tu peux faire des spectacles à Montréal. Ouais. Puis fait que je commençais à me tenir un peu j'habitais sur le plateau, puis j'allais dans des bars du plateau, le Quai des Brumes, puis le Barouf. Le Barouf, ouais, c'est ça. En tout cas, fait qu'on croisait souvent le même monde, puis à un moment donné, Joe, il m'a dit, hey, je connais un chanteur, tu voudrais venir jammer avec nous en fin de semaine? Fait que je suis allé, puis c'était Luc, le chanteur des Breastfeeders. Mhm. Puis il y avait le premier batteur William qui était là, Kiki Boone. Puis Johnny Maldora était là aussi, je savais pas à quoi il servait, il était juste dans un coin, puis il faisait juste commenter.
tout ce qu'on Ok. faisait. J'étais comme, c'est qui lui? Ouais, c'est quand même son, ouais, c'est son rôle dans le groupe est cocasse. Ouais. Parfait. Alors, et vous savez alors commencer à faire des chansons ensemble? Ouais, il y en avait 3 du groupe qui habitaient dans une ruelle à côté du jardin de Panos sur du Lutte et Oui. Châteaubriand. Il y avait des apparts là, puis eux, ils habitaient là. Fait qu'on se retrouvait tout le temps chez eux, puis on pratiquait ou on allait au local de répétition. Fait qu'on a commencé à faire des chansons. On s'est mis à enregistrer des maquettes. Puis finalement, on a fini par commencer à enregistrer un album avec Michel Dagenet. À son local, il travaillait avec Daniel Bélanger, avec Marc Derry dans ce temps-là. Mais c'était le Marc local de Daniel Bélanger ou de Marc Derry, je me rappelle plus. C'est ça. Dagenet qui jouait avec Jean Leloup, fait qu'on, au début des années 90. Oui. Fait qu'on le connaissait un peu comme ça. En tout cas, mais ça a pris comme 2 ans à peu près avant que le premier disque des Breastfeeders sorte. Parce que on a enregistré à temps perdu. Lui, quand il avait le temps, quand ça y tentait, même chose avec nous. Puis on a fini par avoir un label qui était justement gourmet du groupe Le Nombre. Ah, c'était gourmet. Il y était 3 ou 4 personnes au début de Bon Sound qui Oh. voulaient partir un label parce qu'il y avait trop de groupes qui aimaient, qui Ouais. n'avaient pas de possibilité de sortir des albums, puis d'avoir de la distribution, puis du booking. Ouais. Fait qu'ils ont un peu créé Bon Sound, en partie pour les Breastfeeders, puis d'autres groupes. Fait qu'on a fini par sortir le premier album en 2004, je pense. Mhm. Ouais, c'est ça. Mais l'album était enregistré, je pense, en... Entre 2002 puis 2004. 2001, 2, 3, 4. Ok, parfait. Sur une période d'à Génial. peu près 2 ans. Ok. Et on parle bien des gourmets de Lys, les bassistes de Le Nombre. Et les secrétaires volantes avant ça. Et le secrétaire volante aussi, effectivement. Ouais. Deux groupes aussi de Et Montréal. Caféine. Oui, il a joué avec Caféine, effectivement. Ouais, quand même. Tout est lié. Oui, tout est vraiment lié. Alors, la production s'était faite comme ça. C'était doucement, puis de petit à petit, vous enregistrez des chansons. Ouais. Les sons du band, c'est très garage, rock and roll, un peu punk. Et comment est-ce que c'est arrivé que vous avez commencé à jouer comme ça? Parce qu'avec Feroz Feta, tu ne jouais pas le même style, c'était plus funk. Ouais. Ok, comment c'est arrivé que vous êtes arrivé avec ces sons garage, rock, C'est 60s un peu? c'est surtout Luc qui était notre curateur, disons, qui était le canal principal. Et final aussi. Luc était comme un barrage, mettons, de tout ce qu'on avait comme influence musicale. Luc filtrait ça, puis ça donnait des chansons que lui, puis Johnny, il écrivait les paroles, puis Luc faisait la majeure partie des musiques de base, puis on rajoutait des choses par-dessus. Mais Luc écoutait beaucoup encore maintenant probablement, de musique 60s, Mhm. garage, puis puis psychédélique, des années 60 pas. Puis toujours Yé. Ouais. Fait qu'il essayait. C'est ça. Il a toujours été un peu dans cette direction-là. Fait qu'il prenait ce qu'on. Puis nous, on essayait d'aller dans ce sens-là aussi. Puis ça donnait ces chansons-là qui étaient. Avec les Breastfeeders, vous avez enregistré, t'as enregistré 3 albums, Ouais. dont Les Matins des Grands Soirs. Après ça, Déjeuner sur l'arbre. Et- L'inverse. Déjeuner sur l'herbe, il me semble que c'était 2004. Les matins de grand soir, 2006. Puis. L'autre. Dans la gueule des soirs. Dans la gueule des jours. Des jours, 2011. 2011, que c'est le dernier que tu as enregistré avec eux. Ok, parfait. Est-ce que tout était dans le même label? Oui. Ah, ok, tout était enregistré. C'était dans le même label. Blow the Fuse qui était comme une filiale. C'est le petit label de gourmet dans Bon Centre. De bon sens. Et alors, pourquoi est-ce que vous ne savez pas embarquer avec une grosse compagnie? Parce que vous ne le voulez pas ou parce que les compagnies n'ont pas l'intérêt ou le support pour les artistes locaux? Pardon. Une grosse compagnie ici, ça aurait été, j'imagine, Audiogramme, ouais. Sony ou BMG Records dans ce temps-là. Qui existe encore? Je me rappelle plus. BMG. Il y a eu des C'est- fusions, je Ouais, ne c'est sais ça. plus aujourd'hui. Je veux dire, on n'a pas vu ils sont pas venus nous voir pour nous proposer d'embarquer avec ces labels-là, mais on était bien avec Bon Sound, puis c'était parfait pour
C'était parfait pour ce que Bon Sound était à l'époque, c'est-à-dire un label qui était pas le plus... Maintenant, moi, je considère que Bon Sound est clairement un des labels les plus importants au Québec. Ouais. Mais à l'époque, c'était quand même 4, 5, 6 personnes. Puis nous aussi, on était 6 personnes. Fait que c'était déjà suffisamment... je veux dire, c'était pas suffisamment... C'était parfait pour nous de la façon que c'était déjà. Puis Ouais. c'était des amis, puis c'était naturel de travailler ensemble. Si un label international était venu, peut-être qu'on aurait fait autre chose, ou peut-être qu'on aurait... Parce que c'était exactement l'époque des Strokes, puis White Stripes, puis des groupes comme ça au début des années 2000. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. On était un peu dans des styles semblables, je dirais. Ouais. Puis, mais on n'a pas eu de grands succès comme eux. On n'avait pas la grosse machine en arrière, mais des fois, c'est le succès fait que la machine va devenir grosse. Ou des fois, c'est la grosse machine qui va faire que tu vas avoir du succès, ou un mélange des deux, mais c'est ça. Fait que c'est pas arrivé, mais c'était parfait parce qu'on a... C'était correct quand même. Ouais, on a joué au Canada, au Québec, aux États-Unis, en France. Ah voilà, c'est ça. La distribution, c'était quand même faite en Europe. Okay. C'est comme ça que vous savez jouer en Europe. C'est grâce au label. Ouais. OK. Puis il était lié aussi avec un groupe, avec un label en France. J'oublie le nom, désolé. Qui faisait, qui nous ont booké une tournée là-bas. Puis, OK. non, je pense que je suis allé 2-3 fois en France avec les Breastfeeders au moins. OK, parfait. Et quand même, les sons du groupe, à mon avis, étaient basés beaucoup sur ta guitare. Est-ce que... ouais, c'est ça. Est-ce que tu avais une inspiration qui venait de quelque part pour faire tes riffs, faire tes chansons? D'où venait l'inspiration? Ce que je jouais avant était peut-être plus... Sans rien enlever aux Breastfeeders, c'était peut-être plus élaboré musicalement, dans le sens que avec mes chansons à moi, avant les Breastfeeders, je sais pas, j'allais chercher des accords plus spéciaux, disons. Pas spéciaux, mais avec plus de notes. Puis je jouais avec les rythmiques, puis les trucs. Mais les Breastfeeders, pour moi, c'était... Parce que aussi, jouer d'un instrument, c'est un peu comme faire de l'acting. Mm-hmm. Dans le sens que si justement, quand j'ai joué avec Lisa Leblanc, ben, je vais pas nécessairement jouer des trucs jazz. Il faut que je reste dans le personnage. Ouais, tu projettes qu'est-ce que l'artiste veut interpréter, exprimer. Puis tu vas avec ça, puis tu essaies de pas sortir, à moins que ce soit le but. Mais fait que les Breastfeeders, pour moi, c'était... Quand on arrivait avec une nouvelle chanson, j'étais comme, ok, je vais puiser dans mes connaissances de musique surf, musique garage, puis musique rock'n'roll ou punk. Puis c'est ça, essayer d'incorporer ça, puis que ça marche avec les chansons. Puis de toute façon, si quelqu'un dans le groupe aimait pas ce que quelqu'un d'autre faisait, ben on le changeait. Mais fait que j'allais puiser là-dedans, puis c'est ça, je me basais un petit peu sur ce que j'entendais qui avait été joué dans les années 60. Pour la rythmique, je me basais aussi beaucoup sur les Ramones, parce que je commençais à connaître les Ramones à cette époque-là. Ouais. Curieusement, parce qu'il y a tellement de musique dans le monde, il y a des choses que je connais pas encore, puis je suis comme, comment ça je connais pas ça? Oui, ça c'est vrai. J'ai jamais écouté un album de Patti Smith au complet encore, alors que je suis exactement à cette croisée-là de chemin dans ma tête de trucs de New York des années 70. En tout cas, mais c'est possiblement parce que tu as un goût musical très vaste. Alors, c'est difficile d'écouter dans tous les styles, toute la musique. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'albums, beaucoup de choses qui sortent. Et si on parle de guitaristes, est-ce qu'il y a des guitaristes qui t'ont influencé? À peu près tout le monde. Ouais. OK. Mais quand j'ai commencé, comme je disais, dans les années 80, j'écoutais tout ce qui se passait à la télé, fait que tout le monde avait une influence pour moi. Mais si on veut juste des guitaristes des années 80, à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de George Lynch, de Dokken, Warren DeMartini, de Rat, Steve Stevens qui jouait avec Billy Idol, qui est quand même une personne qui a beaucoup...
Tu sais, c'est toutes des personnes avec des personnalités très différentes qui avaient Ouais. vraiment leur son. Fait que c'était beaucoup des influences pour moi. Après ça, j'ai découvert Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan. J'écoutais beaucoup de blues, j'écoutais beaucoup de trucs psychédéliques. Oui. Puis dans les années 90, après ça, j'ai écouté du Red Hot Chili Peppers. Fait qu'il y avait. Je me rappelle plus de son nom non plus. Celui qui est sur Blood Sugar Sex Magic. Frusciante. Yes. Joe Frusciante. Fait que lui. Fait que c'est toutes des choses que tu finis par incorporer. Puis là, après ça, tu mélanges ça avec les. Moi, je mélange ça avec les instruments que j'ai, puis les effets que j'ai. Mm. Puis c'est là que tout s'influence ensemble. Si tu as une guitare comme ça, ben tu vas pas jouer de la même façon que si tu as une guitare comme ça. Mhm. Ou un ampli comme ça. Ouais. Fait que c'est ça qui fait que les choses nice. Puis c'est ça qui fait aussi que quand tu arrives en studio, mettons, comme on arrivait, le premier album des Breastfeeders, c'était chez Bob Olivier sur la rue, c'est pas loin de la Casa del Popolo. Mhm. Avec Dagenet, on enregistrait live la plupart des bases pour les chansons. Puis là-bas, il y avait une coupe d'ampli. Fait que c'est ça qui a donné le son de l'album. Fait que j'avais une guitare Taisco, puis il y avait deux amplis différents. Puis... Ah oui. Fait que c'est ça qui fait que, je sais pas, les choses sont comme elles sont. Puis c'est la beauté de la musique, je trouve, un peu le fruit du hasard, puis le fruit de l'air ambiant. Oui. Mais justement, tu es un guitariste prolifique, mais qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que j'ai vu, tu n'utilises pas beaucoup d'effets. Tu es plutôt plus direct. Et tu nous parles un peu de ton gear. Qu'est-ce que tu utilises normalement? Euh, j'ai encore la même pédale de Distortion Charger de Ibanez que j'ai depuis 86, qui fonctionne encore. Quand même. Puis c'est ça, au fil des années, j'ai acheté beaucoup de pédales, des fuzz, des délais, des chorus. J'ai surtout beaucoup de délais, puis de distorsion, puis de fuzz. Oui, hein, c'est plus face c'est ça, qui est au crunch. Ouais. C'est pas distorsion, une grosse distorsion. Non, c'est ça. Puis, fait que dans les Breastfeeders, c'était ça, j'avais 2-3 effets. Pardon. Puis, comme en live, j'avais, mettons, un délai pour avoir surtout un slapback. C'est le petit effet tac tac. Ça, une distorsion ou deux distorsions différentes. Peut-être un fuzz, un tuner, puis un boost. Mm. Parce qu'on était 3 guitares, fait qu'il fallait, quand il y avait un solo, il fallait que je sois plus fort que les autres. Ouais, c'est ça, que le Mais solo ça, sort. Oui, mais ça, c'est pas évident. Mais depuis la tournée avec Lisa Leblanc, depuis 2023, je pense, on devait jouer au festif à Baie-Saint-Paul. Puis j'étais en train de m'accorder sur scène, la place était remplie de monde dehors. Puis là, on a entendu boum! Puis là, on dit, on évacue le site, fait que on n'a pas joué. Donc, j'ai juste repris ma guitare, puis je suis sorti de la scène, puis ils ont mis des trucs en plastique partout, mais notre équipement a eu de l'eau un peu partout. Ah, ok. Le boom, c'était un éclair. Fait que tout ça pour dire que j'avais mes pédales, mais après ça, j'ai rien eu de brisé, mais on a eu des assurances pour les instruments qu'on avait perdus. Fait qu'avec ça, je me suis acheté un multi-effet. Oui, lequel? Il s'appelle Hot One de Ampero. Mhm. C'est une espèce de pédalier rose. Il y a 3 pitons, puis il y a une pédale de... Mais c'est ça, fait que c'est ça que j'utilise maintenant. Oui, d'accord. J'utilise juste ça. Tu peux avoir comme 9 effets à chaque piton. Fait que dans la tournée avec Lisa, je faisais juste arriver, je mettais par terre. Parce que quand tu joues dans un festival puis qu'il y a un changeover de groupe, Faut que ce soit rapide. fait que Ouais. je faisais juste arriver, touc, je me branchais, plop. Quand tu jouais dans tes débuts, c'était pas ça, là. Il y avait peut-être des moniteurs par terre, peut-être, mais pas de moniteurs. Dans Oui, il y avait quel des bar que vous avez commencé à jouer, mettons, avec Breastfeeders à Montréal? C'était l'Esco. Il s'appelait l'Esco Griffe dans le temps. Ça Sur appartenait Saint-Denis? toujours au même endroit, puis qui était la moitié de la grandeur avant qu'ils fassent les rénovations en, je sais plus, 2010. Moi, j'allais là 2 ou 3 fois par semaine.
parce que j'aime ça être dans les bars, mais aussi parce qu'il y avait des spectacles, puis parce que tous mes amis étaient là, puis je faisais le tour de tous les bars du quartier, puis j'allais voir d'autres spectacles. J'allais toujours terminer à l'Escogriffe, puis... Fait que quand on a fait nos premiers spectacles, c'était vraiment à cet endroit-là, qui était géré par 3 amis de l'époque, puis... fait qu'on jouait là souvent, puis... Est-ce que vous jouez d'autres bars, d'autres places? On faisait tous les bars autour, il y avait le Diable Vert, le Quai des Brumes, le Barouf. Je pense pas qu'on a joué au Barouf, non. Divan Orange. Divan Orange, on a-tu joué au Bobard aussi peut-être, qui est maintenant qui s'appelle L'Autrement, au coin Marianne puis Saint-Laurent. Ah ouais. Fait que c'est toutes des places où on allait. Est-ce que vous savez jouer le Jailhouse? Oui, Jailhouse Rock. Ouais. Ouais, ça c'est un bar excellent. Alors, vous savez jouer dans les bars de Montréal. Comment c'était la scène du rock à Montréal à ce moment-là? Y avait-tu beaucoup de bandes? Il y avait beaucoup d'affluence? J'ai commencé à jouer à Montréal en 91, comme je disais, avec Féroce Feta à l'hémisphère gauche. On a joué à une couple d'autres places. On a joué au Foufoune électrique. Puis c'était l'époque qui arrivait. On avait fait la première partie de Jean Leloup Oui, avec son groupe les fourmis. Avant ça, c'était la salle à faire, avec Ok. qui a fait le groupe, le disque L'amour est sans pitié, qui est Mhm. devenu super populaire. Puis on joue au cégep à Trois-Rivières. On a fait leur première partie avec Féroce Feta au cégep. Ok. Puis c'était comme le retour de la musique francophone au Québec. Fait que quand on a commencé à faire des concours à Montréal, 92-13, on a rencontré d'autres amis. Les membres de Féroce Feta ont déménagé à Montréal. J'ai fini par suivre en 95. Je suis arrivé à Montréal en 95. Fait que c'est là qu'on jouait partout, tout le temps, au Quai des Brumes. Quai des Brumes, Barouf, Bobard, c'était comme les 3 bars principaux pour les types de musique qu'on faisait. L'hémisphère gauche aussi. Ouais. Fait qu'on jouait tout le temps. Il y avait toujours des amis qui jouaient ensemble, 2 ou 3 groupes par soir. Ouais. Puis on s'arrangeait comme ça. Puis la plupart de ces groupes-là sont juste morts. Malheureusement. Ouais, justement, il n'y avait pas nécessairement de label, ou les labels n'avaient pas de trip, je dirais, parce que comme nous, Férocité, avec le concours qu'on a gagné, on a gagné l'enregistrement d'une chanson. Ouais. C'était BMG en plus. Ils n'ont rien fait de plus que. Ils n'ont pas dit, hey, il n'y avait pas de vision. Je ne veux pas rien leur enlever, mais c'était pas des gens qui avaient une vision, qui étaient comme, ok, on va faire un album, on va vous trouver un studio, un réalisateur, une réalisatrice, puis. Fait que c'est ça il manquait comme de structure, Ouais. mais il y Mais avait beaucoup, beaucoup de groupes. ouais, il y avait beaucoup de talent quand même, ouais, c'est ça. Puis en même temps que tu as joint les Breastfeeders, ça avait quand même des gens, des groupes qui ont eu des albums, comme on vient de dire Les Nombres. Il y a aussi cet album Xavier Caféine, Plastic Patrick avec 1976. Ouais. Mais quand même, il y a eu ces albums. Ça fait qu'il y avait beaucoup de productions indépendantes. Mais les labels n'étaient justement pas intéressés ou ils misaient pas sur ça. C'était quand même beaucoup de talents qui étaient là et qui auraient pu faire plus. Malheureusement, c'est pas arrivé. Ouais. Puis tu as quand même joué beaucoup et comme on l'a dit tantôt, tu as eu beaucoup de collaborations à cause de ton talent. Tu as joué avec les Cowboys Fringants, avec Steffi Shock, avec Lisa Leblanc, tout ça. Comment c'est arrivé que tu as remplacé Jean-François Posé, que c'est un des auteurs principaux des Cowboys Fringants? J'avais un groupe avec le batteur des Cowboys Fringants à l'époque, Dom Lebeau, qui était le premier batteur des Cowboys Fringants. Puis il commençait à aller jouer en France avec. C'est ça, j'avais ce groupe-là avec Dom Lebeau. On faisait des chansons western québécoises que j'avais trouvées sur des cassettes. Ça s'appelait Saint-Cypoplette, notre groupe. Puis on jouait dans les mêmes bars que je te nommais, mais Mm. on faisait des spectacles. Puis à un moment donné, il m'a dit, ben on s'en va jouer en France, mais je sais pas comment il est maintenant, mais Posé avait des problèmes d'anxiété, je pense. Il aimait pas prendre l'avion, il aimait pas la France, il aimait pas être loin de chez lui, etc., etc. Puis, fait que moi, j'étais là comme remplaçant. Fait que j'ai fait, je pense, 2 ou 3 tournées. Là-bas, on avait un tour bus, on avait des chambres d'hôtel, blabla. Puis,
Mais c'est les premiers voyages que les autres faisaient là-bas, les premières tournées. Mhm. Puis JF arrivait, puis il faisait 1 ou 2 spectacles, puis ça arrivait des fois qu'on se levait le matin, puis le directeur de tournée me disait « Ah, Sonny, c'est toi qui joues à soir, posé, il est parti. » Là, j'étais comme « OK. » D'accord. Des fois, il décidait qu'il s'en allait, puis c'est comme « Ah, je suis tanné d'être ici, je m'en vais. Ouais, la même chose est arrivé avec Ryan Wilson, The Beach Ouais. Boys. » Ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui aime tourner, mais... Mhm. Fait que ça fait que j'ai eu des... Moi, j'ai joué devant beaucoup de monde en France. Oui, c'est ça. Vous avez fait des gros festivals. Est-ce que vous savez les Bichareux ou des... Ouais. Ouais, c'est ça. Les vieilles charrues. Ça, c'était quand même assez exceptionnel. Ouais, c'est un gros festival, ça. C'est la première fois que je voyais... Puis on jouait l'après-midi dans un champ. Parce que je veux dire, le festival était dans un champ à cette époque-là. Puis Mhm. il y avait des gens avec des boyaux d'arrosage comme ça pour arroser les gens, pour les refroidir parce qu'il faisait trop chaud. Ah, quand même, hein, ouais. Puis moi, je jouais jamais... Je suis pas quelqu'un qui aime la guitare acoustique, personnellement. Fait que là, j'avais les guitares à GF que je jouais avec mes pics trop durs de Breastfeeders. Puis Ouais. je cassais beaucoup de cordes. Ting, 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 ting. C'était trop. Est-ce que tu as des anecdotes cocasses de cette tournée-là? Ouf, j'ai failli... Je pense que j'ai failli mourir. Comment ça? Une des quelques fois de ma vie que c'est arrivé, puis je suis encore là. Je touche du bois. Parce qu'on avait l'autobus de tournée qui était sur 2 étages. En haut, tu avais des couchettes. Oui. C'était impossible de... En tout cas, moi, j'étais incapable de dormir là-dedans. Ça bougeait tout le temps. Puis il faisait chaud. Puis là, en bas, après les spectacles, je veux dire, on partait, on jouait quelque part, mettons, à Bordeaux. Après le spectacle, on embarquait sur l'autobus, puis on faisait la route la nuit jusqu'à la prochaine ville. Parce que des fois, les tournées sont extrêmement chanceuses et bien faites, puis t'as 1 heure de route entre chaque ville, mais des fois, t'as 6 heures entre chaque ville. Mhm. Fait que des fois, on roulait la nuit pour faire cette route-là, puis le lendemain, quand on se réveillait, ben, on était rendu à destination, puis... Fait que c'est ça. Fait qu'on roulait la nuit, puis là, on prenait des bières, puis il y en a qui jouaient aux cartes en bas. Il y avait un petit salon. À un moment donné, moi, j'étais tanné, fait que je suis monté en haut, puis il y avait une trappe pour ouvrir le toit de l'autobus. Ah, quand même. Fait que je rouvre la trappe comme ça, puis je sors ma tête par le toit de l'autobus comme ça. Je suis dans les airs, comme au 2e étage. Oui. Je sors ma tête comme ça, puis j'ai vu comme un viaduc qui s'en venait, puis là, j'ai fait... Oh boy! Je suis pincé comme ça. J'étais comme... Ah, tu l'échappais belle. Ouais. Je pense que je l'ai échappé belle. J'étais peut-être loin, je sais pas, c'était la nuit, j'ai juste vu qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, puis je me... Oui, écoute, ça aurait pu être une branche ou n'importe quoi, oui. Oui, une branche. Ah, crème. Ouais, non, mais c'est ça, c'est cet autobus. Je pense que c'est l'autobus comme celui qui avait Metallica quand le bassiste Cliff Burton est décédé. Eux Parce- autres, c'était pas une fourgonnette? C'était pas un... Tu penses que c'était... Non, ça devait pas être un gros autobus. Nous autres, c'était un gros autobus, là. Un tour bus. C'est un autobus, ouais. Après moi, qu'est-ce que je me rappelle? Ok. Ouais, c'est ça. Parce que, c'est ça, lui était projeté et après ça, le bus est tombé sur lui. Ah. Bon, en tout cas. Alors oui, quand même, c'est un Bon bon appétit, toujours. Ouais. C'est une bonne anecdote, quand même. Hein? Oui. On va parler de tes albums. T'as lancé un album avec Sonny the Loop. Comment c'est arrivé que t'as fait ces chansons-là et t'as sorti l'album? Je me rappelle plus. J'en fais plus maintenant parce que ça me tente moins, mais il y a beaucoup de subventions qui existent pour aider à faire des démos, des maquettes, puis, écrire des chansons. Mais je pense que j'avais fait une demande de subvention à l'époque pour un album, puis on avait un gérant, mais ça a quand même été indépendant aussi, c'était tout autoproduit. J'ai un oncle qui m'avait qui m'avait prêté, je pense qu'il m'avait donné. J'ose espérer qu'il me les a donnés, sinon j'y dois de l'argent. Mais c'est ça, il y avait eu la gentillesse de me donner des sous que j'ai mis dans l'album. C'était quoi la question? Comment c'est arrivé que t'as fait les chansons puis t'as sorti l'album? On aimait beaucoup Pierre Girard qui avait travaillé avec Fred Fortin puis Mara Tremblay. Fait qu'on voulait faire notre album avec lui. C'était un trio qu'on avait fait, Sonny the Loop. C'était nos chansons à nous. C'était moi qui écrivais
les paroles, puis qui faisait la plupart des musiques, mais on retravaillait tout ça ensemble après, puis... fait que c'est ça, on a payé Pierre, qui nous a coûté probablement le 5 000 $ de mon oncle, pour enregistrer, puis location d'équipement, blablabla, puis mixer aussi, parce qu'il faut faire le mix après. Ouais. Puis on l'a sorti après, puis... mais c'est ça, c'était un album indépendant. Tu l'as sorti sur un label? C'était notre label, ça s'appelait Jane Caboche, je pense. Ok, d'accord. Et la distribution, c'était au Québec? Il me semble que c'était distribution select, ou c'était juste au Québec. Ok, distribution Non, select. c'était vraiment très indépendant. Puis il commençait à avoir des radios, parce qu'en plus des radios communautaires, tu sais, avec Feroz Feta, puis les Breastfeeders, un début, toutes les chansons qu'on faisait, on les envoyait là-bas, puis ça jouait dans les palmarès, puis ça... On a eu du succès dans les palmarès de CIBL puis CISM à l'époque. Puis, fait qu'on jouait dans... On était indépendants, on jouait dans des radios indépendantes communautaires, puis on jouait dans des petits bars indépendants, puis on était contents comme ça. Ouais. Et après, tu as lancé ton premier album comme Sony Dubal, Ouais. qui avait quand même les sons aussi classiques des Sony, un peu garage rock, surf un peu. Et cet album-là est sorti quelques années après Ouais. Sony The Loop. 2005, à ma connaissance. Et est-ce que tu avais l'appui d'un label ou tu l'as sorti encore une fois parce que tu avais des chansons que tu voulais sortir ou distribuer, que tu sois connu dans le monde? C'était avec... ça s'appelait Proxenet Productions, je pense. C'était GC qui est encore avec Bon Sound. Tu sais, chez Bon Sound, il y avait Yannick Mas, Gourmet Délice, GC, Pierre Gourde. Il me semble qu'il y avait une autre personne. Je m'excuse si j'oublie. Fait que GC avait son label qui faisait partie de Bon Sound. Puis lui, il voulait sortir mon album. Puis moi, je voulais enregistrer un album avec un 8 pistes cassette. OK. Les meilleurs plans pour avoir quelque chose qui va peut-être sonner moins bien. Mais pour moi, ça fait partie de... Moi, j'appelle ça de l'artisanat. J'aime ça tout faire. Parce que quand j'enregistre une chanson, j'aime ça écrire la chanson, enregistrer la chanson, jouer les instruments. Puis maintenant, avec ce que je sais maintenant je mixe. Ben, ça fait 10 ans que je mixe mes albums, mes chansons. Ton dernier album est sorti en 2023. Est-ce que tu as des nouvelles chansons? Il y a un album qui s'en vient? J'ai beaucoup de nouvelles chansons. Ah, c'était pas 2023, c'était 2021. 2021? Ouais. OK. Oui, je suis vraiment dû. Oui. J'ai beaucoup de chansons, j'ai beaucoup de morceaux de chansons. J'ai pas d'excuses de ne pas avoir fait d'album, mais ma tête était beaucoup prise par le fait de faire des tournées de cirque. Puis quand tu arrives chez toi ou à la chambre d'hôtel après ton spectacle, ben t'as pas nécessairement envie de prendre la guitare puis de composer des... Quand tu viens faire un spectacle de 1h30, 2 heures, puis t'es essoufflé, tu veux juste relaxer. Ouais. Fait que la tournée, pour moi, c'est pas nécessairement un moment où je vais écrire des chansons ou travailler sur de la musique. Comme je disais, j'ai pas une grande discipline. Je vais te poser des questions en rafale. Quel était le premier album que tu as acheté? Aïe, aïe, aïe. C'était peut-être l'album Doesn't Really Matter de Platinum Blonde, qui est un groupe Canadien. canadien. C'était celui-là ou peut-être Look What the Cat Dragged In, le premier album de Poison. Ah ouais? Ouais, je suis un peu gêné, mais ouais. Ah, génial. OK. Quels étaient les premiers bands que Hair tu étais metal. fan? Je pense que c'est ça, je pense que c'était vraiment... Non, en fait, ça serait vraiment les Beatles. Les Beatles. Ouais. Les Beatles ont toujours été là dans ma vie par mes oncles, puis par le fait que c'était les Beatles. Fait que les Beatles puis Paul McCartney, peut-être. Ton band favori dans les années 80? Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça a été Dokken, sérieusement, puis curieusement. Mais comme je dis, j'ai écouté beaucoup d'autres choses, mais Dokken... Non, c'est pas vrai. Metallica, j'avais toutes les cassettes aussi.
Mhm. Je les avais en cassette. Fait que si on parle vraiment pendant les années 80, Ouais. c'est ça que j'ai écouté le plus, probablement. Dans les années 90. La plus grande influence pour moi, puis que j'ai écouté le plus, puis j'ai acheté tous ces albums de cette époque-là, c'était Alain Bachung. Je pense. Et Alain Bachung puis Jacques Higelin, deux chanteurs français que j'aime beaucoup. Mais Bachung, au niveau musical, au niveau des guitares, il engageait tout le temps plein de guitaristes, puis Mhm. il faisait jouer, possiblement improviser sur ses chansons. Puis après ça, j'ai l'impression qu'il faisait un découpage, puis il gardait ce qu'il voulait, mais. euh, tout ça. Musicalement, pour les textes, je pense que ça a été Alain Bachung, dans les années 90. Ton artiste ou band préféré aujourd'hui? Wow! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû y penser avant. Euh, je vais toujours être fan des. J'aime pas dire Bowie, parce que tout le monde dit tout le temps Ah, David Bowie, puis il ferait n'importe quoi, puis tout le monde serait. Mais je vais toujours avoir une admiration pour les personnes qui se sont réinventées tout le long de leur vie, Mhm. Oui. puis qui ont changé de look, qui ont changé de groupe, qui ont changé de compagnie de disques, qui ont changé de styles musicaux. Euh, fait que je pense qu'on peut juste dire n'importe quelle de ces personnes-là, comme Bowie a été là jusqu'à sa mort, fait qu'il a couvert plusieurs décennies. Madonna a toujours été une personne qui se réinventait, puis Ouais. qui changeait de look, des personnes comme ça, Miles Davis a fait la même chose aussi. Puis je peux pas dire que je connais toutes les musiques de ces personnes-là parce que j'écoute différents trucs tout le temps. Puis Quel était ton premier concert? Le premier concert que tu as vu? le premier vrai concert que j'ai vu, je pense, c'était And Justice for All de Metallica au Colisée de Québec en 88 ou 9. Probablement 9. Probablement 89. Wow. Ouais. On avait trouvé une raison et une façon de se rendre à Québec. Je me rappelle plus pas en tout comment. Parce qu'on était adolescents, on n'avait pas 18 ans. Puis on s'était rendu là-bas, puis c'est ça. J'avais trouvé une façon aussi de manquer l'école, je sais plus. Je sais pas où on avait dormi, je me rappelle pas tous ces détails-là, mais c'était la première fois que je voyais des gens faire de la drogue autour de moi, puis j'étais comme, Ah, qu'est-ce qui se wow. passe? Puis là, je comprenais pas, il y a quelqu'un qui avait un petit mini-joint, qui avait l'air d'un un bâton sur un suçon, comme ça, puis j'étais comme, c'est quoi ça? C'est ça, du pot? En tout cas, c'était comme beaucoup de choses en même temps. J'étais comme, wow! Puis de voir le show. Ouais, on découvre beaucoup. Oui. Quel est ton meilleur souvenir avec Breastfeeders? Euh, il y en a beaucoup. Et probablement le dernier qu'on a fait officiel, c'était au Divan Orange en 2012. Puis ça, c'était quand même très émotionnel. Mhm. C'était le dernier, puis on avait tout donné. J'ai des photos de ça. N'importe quel spectacle qu'on faisait, on était vraiment trempé au complet parce que c'est de la haute énergie. Puis, fait que celle-là, c'en était un spécial. Mon spectacle préféré? Non. Ton souvenir, ton meilleur souvenir. Ouais, je pense à celui-là. Mm. Je sais pas, il y a tellement de spectacles différents qu'on a fait dans des endroits différents, devant des gens, des personnes différentes. Le spectacle anniversaire qu'on a fait au Lion d'Or aussi, c'était bien. Je m'étais laissé pousser une moustache pour l'occasion, puis à l'entraque, je me suis dépêché parce qu'on avait un changement de costume entre les deux parties. Puis là, je me suis rasé, fait que la deuxième partie, je suis arrivé, j'avais plus de moustache. J'étais habillé différemment. Ah, c'est le fun. Celui-là, il y en a, je sais pas s'il est au complet sur YouTube, mais il y en a une bonne partie. Ouais, on trouve beaucoup de matériel de Breastfeeders Ouais. sur Internet. Ouais, effectivement. Et, c'est ça. On a parlé des bars à Montréal, l'hémisphère gauche, les Barouf, les Ban Orange, l'Escogriffe, Café Cao, etc. Et aujourd'hui, si tu veux aller voir un band indépendant, tu vas où? Le Cheval Blanc a des spectacles de groupes indépendants souvent. Puis c'est un endroit où je travaille, où j'ai travaillé des fois comme pour
faire de la sonorisation ou DJ ou pour jouer. Fait que là-bas, tu peux aller voir un spectacle gratuitement. En fait, c'est pay what you can. Puis c'est tout le temps des groupes indépendants que Annie, la gérante, book. Sinon, je devrais vraiment aller voir plus de spectacles, mais sinon, ça serait possiblement au Quai des Brumes. Ouais. Comme un endroit que j'aime beaucoup aller aussi. Je vais beaucoup moins souvent depuis que j'habite dans Hochelaga, mais c'est psychologique. Je suis allé au Tavern Tour, c'était en janvier ça. Puis c'était comme toutes les. Je suis allé voir plein de spectacles autour du Casa del Popolo, Sala Rosa, puis Ministère. Fait que c'était toutes des salles intéressantes pour voir des spectacles dans ce festival-là de musique indépendante. Fait que génial. Est-ce qu'il y a un band de Montréal que tu penses que c'est intéressant aujourd'hui? Mon artiste préféré, c'est Virginie B. Son album qui est sorti il y a une couple d'années, pour moi, c'est une des choses les plus géniales qui s'est faite ici depuis. Je connais pas tous les albums qui sortent, puis je suis pas intéressé par tout non plus. Si quelqu'un arrive sur scène dans cet album avec une guitare acoustique, il y a des chances que je vais peut-être pas l'écouter. Prenez pas ça mal, mais c'est des trucs, là, je suis en semi. Mais l'album de Virginie B, ce qui est bien, c'est que c'est électronique. Le mix fait par Louis J, puis le montage, les prises de son, c'est juste, pour moi, c'est proche de perfection pour ce que j'aime en ce moment. Comme mélange musical, puis les choix, puis la déconstruction. Il y a pas, c'est pas AC/DC, il n'y a pas des sols, puis des ré, puis des la qui sont joués sur une guitare. C'est juste, tout est déconstruit, puis c'est... Intéressant. Ouais, c'est... Ok. Je pense qu'il est sorti il y a 2 ans, mais j'ai rien entendu de mieux depuis. Ok, à découvrir. Mais merci beaucoup, c'est tout? Sonny. Ouais. Merci pour ton temps. Merci. Puis on se voit au prochain épisode. Merci d'écouter.